avant 2016, les femmes n'étaient pas jugées quand elles revenaient de l'État islamique. Beaucoup d'entre elles n'ont même pas été inquiétées par la justice. On voit que cette justice, qui est pourtant si prompte à défendre les valeurs féministes au quotidien, les a très rarement condamnées à des peines égales ou supérieures aux hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 2000 adultes qui sont partis combattre pour ces organisations terroristes à l'étranger. La moyenne de peine s'élève à peu près à 7 ans en France. Pour avoir une petite idée, aux États-Unis, pour des faits similaires, les moyennes de peine sont 2 fois, voire 3 fois supérieures. Dans beaucoup trop de cas, j'ai été surpris de la clémence des peines. Et comment est-ce que la Cour motive sa décision? En expliquant, il note une évolution notable, révélatrice d'efforts. Moi, j'estime qu'il est absolument fondamental de faire de cette question du djihad en France une vraie priorité. Voilà, il y a un contingent qui est extrêmement important en France et je pense que les gens ont malheureusement raison de craindre et d'avoir peur pour l'avenir. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Depuis 2018, 328 terroristes ont été libérés de prison. Dans les 2 prochaines années, environ 200 seront encore libérés et vivront à vos côtés dans la société française. La version intégrale de cette interview sera disponible dans notre offre payante sur le bouton rejoindre à partir de 3,99 €. Alors n'hésitez pas, si vous voulez voir l'intégralité, à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler terrorisme avec Sacha Bellissa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur pour le Centre d'analyse du terrorisme et vous avez suivi depuis 5 ans tous les procès en terrorisme en France. En quoi consiste votre travail? Moi, en fait, voilà, j'ai commencé depuis 2017 à travailler pour ce centre de recherche et je m'occupe du suivi de l'intégralité des procès en lien avec les filières djihadistes devant les différents tribunaux, correctionnels la plupart du temps et parfois devant des cours criminels et des cours d'assises. Alors, on ne parle pas forcément de terrorisme actuellement, mais quel est l'état de la menace aujourd'hui, de la menace terroriste? Justement, c'est une bonne question et si vous me permettez, j'aimerais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai souhaité m'exprimer. Déjà, dans un premier temps, c'est ce que vous disiez, c'est les événements récents comme la guerre en Ukraine nous ont fait détourner le regard de la réalité de la menace djihadiste qui est encore très prégnante en France, qui est très élevée. Et au-delà de ça, je pense qu'on a eu une gestion justement lacunaire de ce phénomène. Et la troisième raison pour laquelle j'ai choisi de m'exprimer, c'est parce que je suis le seul à avoir fait ce travail. Et à part les services de renseignement qui, eux, sont évidemment contraints à un devoir de réserve, moi j'ai décidé aujourd'hui de vous expliquer ce que j'ai vu. Quand vous dites que vous êtes le seul à faire ce travail, c'est-à-dire parce que vous étiez le seul à avoir suivi toutes les affaires ou parce que finalement les journalistes et les autres analystes du terroriste ne se rendaient pas forcément à chaque fois au tribunal? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis on va dire 2016, il y a des procès quotidiennement devant les tribunaux correctionnels. C'est-à-dire qu'il y a quasiment un procès par jour devant la 16e chambre. Ça s'est un peu atténué là, ces dernières années, mais entre 2017 et 2020, il y avait un procès par jour. Donc évidemment, même les organes de presse ou d'autres instituts, tout le monde n'a pas la possibilité d'envoyer quelqu'un pour suivre l'intégralité de ces procès. Moi, je l'ai fait. Okay. Donc en soi, les données que vous allez nous donner, les informations que vous nous donnez, sont des informations publiques et n'importe quel citoyen pourrait se rendre à ces audiences. Évidemment, en fait, c'est des procès qui sont publics. Simplement, voilà, ce qui est compliqué, c'est d'obtenir évidemment les calendriers. Mais bon, vu qu'il y en a au quotidien, si vous pointez devant la 16e chambre du tribunal correctionnel, vous avez de fortes chances d'assister à un procès. Du coup, voilà, ouais, moi j'ai assisté à tous ces procès. Alors du coup, sur l'état de cette menace, quelle est-elle aujourd'hui? Déjà, sur l'état de la menace, je pense que c'est important de se rappeler ce qu'on a subi ces 10 dernières années. Justement, à cause des événements récents, on a un peu trop souvent détourné le regard. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà depuis 2012 et le début de la guerre civile en Syrie, on a assisté à une vague de départ massive de combattants français vers ces organisations terroristes en Syrie et en Irak. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 2000 adultes qui sont partis combattre pour ces organisations terroristes à l'étranger, ce qui fait de nous le premier pays d'Europe pourvoyeur de djihadistes pour ces organisations terroristes. Il n'y a que la Belgique qui nous dépasse en termes de proportion par rapport à la population totale, mais en nombre de combattants, la France est malheureusement numéro 1. Alors, après, excusez-moi, sur l'état de la menace, il y a encore d'autres choses à dire. Ça, c'est une première statistique sur justement les vagues de départ avec 2000 combattants qui sont partis rejoindre ces organisations terroristes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi depuis 2013, il y a à peu près 109 actes de terrorisme qui sont déroulés sur notre sol. Pourquoi je vous dis à peu près? C'est parce que on établit ce nombre de 109 parce qu'on parle de projets d'attentats, de tentatives et d'attentats aboutis. Simplement, pour ce qui est des projets d'attentats qui sont trop embryonnaires, ils ne sont pas comptabilisés dans cette statistique.
Donc voilà, si on regarde un peu la bigger picture, bah, en fait, on se rend compte qu'il y a à peu près un acte de terrorisme par mois depuis 10 ans en France, ce qui est un chiffre assez élevé malheureusement. Et un dernier chiffre qui me semble parlant, c'est le nombre d'attentats déjoués depuis 2018. Il faut savoir qu'il y a 37 projets d'attentats djihadistes qui ont été déjoués par les services de renseignement, grâce aux services de renseignement, depuis 2018, qui est aussi un chiffre très important. Et donc quand on parle de projet d'attentat, c'est vraiment, on n'est plus au stade embryonnaire, on est sur un acte qui allait avoir lieu très prochainement. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des actes imminents. Simplement, ce que je veux dire, c'est que quand ce sont des actes, quand je parle de projets d'attentat très embryonnaires, ça veut dire quelqu'un qui a eu, par exemple, la simple réflexion, qui a simplement envoyé un message et tout, il n'est pas comptabilisé dans ce total. Alors on va parler de tous ces projets d'attentats, on va aussi parler des djihadistes qui sont partis pour rejoindre Daesh ou Jabhat al-Nusra en Syrie et qui, depuis un certain temps, sont revenus en France pour certains d'entre eux. D'autres sont morts au combat sur ces différents théâtres d'opération. Premièrement, combien la France a-t-elle exporté de djihadistes sur ces théâtres d'opération? Est-ce qu'on a un chiffre? C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a à peu près 2000 adultes qui sont partis rejoindre ces organisations. Et combien sont revenus? Combien sont revenus? Des centaines. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais il y en a un paquet. Et d'ailleurs, j'en ai vu pas mal être jugés devant les tribunaux, plus d'une centaine en tout cas. Ouais. Quand ils reviennent, par quels moyens passent-ils? Ils ont été arrêtés, ils sont extradés par l'armée française, entre guillemets. Comment sont-ils ramenés? À quel moment, en fait, peuvent-ils se pointer avec un passeport et demander à rentrer en France alors qu'ils viennent de zones occupées par Daesh? C'est une bonne question. Ça dépend. La réalité, c'est que certains sont revenus de leur propre chef, soit parce qu'ils ont été déçus par ces organisations, soit parce qu'ils ont pris peur, soit parce que voilà, la situation là-bas ne leur permettait pas de persister sur ces théâtres d'opération. Certains ont été arrêtés en Turquie en essayant de revenir en France et sont détenus en Turquie. D'autres ont été d'ailleurs extradés par la Turquie. Certains sont retenus aujourd'hui encore dans les camps kurdes au nord de la Syrie et au nord de l'Irak. Et comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup sont morts également. Donc on va revenir plus tard sur le détail des retours des théâtres d'opération et sur le détail des projets d'attentat. Mais juste en introduction, est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu le traitement judiciaire qui est fait de ces proto-terroristes ou bien anciens djihadistes? Ce qu'il faut savoir, c'est que la justice française a jugé depuis 2015 à peu près environ plus de 700 djihadistes. Moi, j'ai pu assister au procès d'environ 570 individus, donc je pense que c'est un échantillon assez représentatif. C'est pour ça que je pense que je pourrais vous en parler tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne de peine déjà devant les tribunaux français pour ces djihadistes s'établit à 7 ans en moyenne. Et ces djihadistes en lien avec les filières syro-irakiennes sont jugés pour plusieurs faits. Il y en a qui sont jugés pour être revenus de théâtres d'opération, donc pour avoir combattu au sein de l'État islamique, d'Al-Qaïda, ou de leur succursale, Jabhat al-Nusra, etc. Certains ont eu des velléités de départ, donc ont voulu rejoindre ces organisations terroristes. Certains ont été jugés également pour des projets d'attentats en lien avec ces organisations en Syrie et en Irak, d'autres pour des faits, je dirais pas moins graves, mais pour d'autres faits comme des soutiens logistiques ou financiers. Et donc la moyenne de peine s'élève à peu près à 7 ans en France. Pour avoir une petite idée, aux États-Unis, pour des faits similaires, les moyennes de peine sont 2 fois, voire 3 fois supérieures. Et donc voilà, je pense que c'est important quand même de le rappeler pour que les gens le sachent. Et si elle est aussi basse, c'est peut-être aussi à cause justement de la différence dans les cas, de la différence de gravité, on va dire d'intensité, entre un simple soutien logistique. Évidemment. J'imagine qu'il y a plus de soutien logistique que de personnes qui sont parties se battre en Syrie, ou bien ça doit niveler un peu, on va dire... Ça dépend. En fait, moi, justement sur cette question de la moyenne de peine, elle s'explique par plusieurs raisons. Déjà, le point le plus important, c'est la répartition par juridiction. C'est-à-dire qu'en France, on a expédié la majorité de ces procès devant des tribunaux correctionnels, ce qui a limité le quantum de peine à 10 ans d'emprisonnement. Le quantum, c'est-à-dire? C'est la peine prononcée. C'est la peine, quoi, le tarif. Vous dire, ils prennent 10 ans au maximum. En correctionnel. Donc à peu près entre 80 et 90% de ces djihadistes ont été jugés devant des tribunaux correctionnels. Certains ont été jugés évidemment devant des cours d'assises pour des faits beaucoup plus graves, pour des projets d'attentats ou même des tentatives d'attentats. Et là, plus récemment, pour la participation à des attentats concrets comme le 13 novembre. Simplement, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2020, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est fin 2020 même, on a un petit peu changé de doctrine.
et depuis 2 ans maintenant, on les juge beaucoup plus souvent devant des cours d'assises. C'est quand même important de le rappeler. Simplement, le problème, c'est qu'on a jugé la majorité du contingent devant des tribunaux correctionnels et on a limité ce quantum à 10 ans, ce qui explique cette moyenne de peine qui est relativement faible. Est-ce qu'on peut expliquer juste pourquoi on a des djihadistes qui ont été jugés en correctionnel, c'est-à-dire pour des délits au départ, c'est la juridiction pour les délits, au lieu que ce soit la cour d'assises qui juge des crimes et des délits de forte gravité, quoi. Au départ, comment est-ce que les institutions judiciaires le justifient? Au départ, on pouvait se dire, on ne sait pas vraiment ce que ces gens-là allaient faire en Syrie, en Irak, au sein de ces organisations, même si ça paraissait quand même un peu évident. Ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, après les attentats de 2015, François Molins, qui à l'époque était procureur de la République de Paris, avait expliqué que toute personne qui avait mis les pieds au sein de ces organisations terroristes postérieurement aux attentats de Charlie Hebdo et surtout du 13 novembre durant cette année-là, devrait être jugée devant des cours d'assises. Sauf que ça n'a pas été le cas, ça s'est reflété, mais que partiellement. Pourquoi? Parce moi, évidemment, j'ai posé la question à plusieurs personnes qui travaillaient au sein de l'institution judiciaire. Et au départ, on nous expliquait que c'était un problème de manque d'éléments matériels. Ce qui pouvait se comprendre simplement. De preuves, en fait. De preuves. Oui, voilà, exactement. De preuves, pardon. Et simplement, ce qu'on peut se dire, c'est que la difficulté de récolter des preuves sur ces théâtres d'opération, c'est qu'à part si eux-mêmes diffusent des vidéos sur les réseaux sociaux ou des vidéos de propagande des organisations, il n'y a pas de caméra comme dans la ville de Nice de Christian Estrosi à Raqqa. Donc c'est compliqué de récolter des preuves sur ce que ces gens-là ont fait. Même si c'est un conflit qui a été vachement médiatisé, parce qu'il y a les téléphones portables maintenant, il y a des GoPro partout, est-ce qu'en fouillant les services de renseignement n'ont pas réussi à rassembler des preuves? Les services de renseignement ont fait un travail exceptionnel dans beaucoup de cas. Ils ont essayé justement de récolter le maximum de preuves, etc. Mais en fait, ça, c'est un premier élément de réponse, cet argument de dire on n'a pas pu les criminaliser à cause du manque de preuves et d'éléments matériels. Simplement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le contingent en fait était tellement important de djihadistes qui étaient de retour en France qu'on n'avait pas les moyens d'audiencer tous ces procès dans des cours d'assises. Parce que on n'a pas le personnel, on n'a pas, et ça demande. C'est un procès beaucoup plus lourd, quoi. C'est un procès beaucoup plus lourd. À l'instruction, c'est plus long. Le travail d'instruction est beaucoup plus long. En correctionnel, pour que vous ayez une petite idée, moi, les procès auxquels j'ai assisté, c'est des procès qui durent une après-midi. Donc parfois, il y avait des mecs qui revenaient justement de Syrie et d'Irak qui étaient jugés en une après-midi. On lui disait, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? J'ai fait ça, hop, et on passait à autre chose. Les procès d'assises sont un peu plus longs. On fait venir des experts, il y a des témoignages, il y a des familles qui viennent. Voilà, c'est plus lourd. Il y a plus de magistrats. C'est des procès qui sont généralement plus longs. Et l'autre problème de cette politique de criminalisation qui aurait dû être mise en place de manière beaucoup plus effective selon moi, c'est le fait que justement c'était tellement long à audiencer qu'on aurait potentiellement explosé les délais de détention provisoire pour ces djihadistes. Et le problème, c'est que certains auraient été libérés, donc on aurait dû les placer soit sous contrôle judiciaire, même si on a étendu évidemment ce délai de détention provisoire, c'est assez compliqué, quoi. C'était très compliqué à mettre en place, quoi, si vous voulez. Donc valait mieux les condamner à des petites peines que les voir ressortir, parce que légalement... c'est ce qu'eux ont considéré. Après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis le paquet justement sur... pourquoi est-ce qu'on n'a pas investi pour faire en sorte justement de les juger devant des cours d'assises, ce qui me semblait essentiel, en tout cas, d'éviter de limiter ces quantums à 10 ans d'emprisonnement pour des gens qui sont allés, encore une fois, combattre pour des organisations terroristes à l'étranger. Mais justement, tu viens de le dire, pourquoi est-ce que... C'est un peu naïf comme question, mais pourquoi est-ce qu'on juge ces soldats de l'État islamique devant des cours correctionnels ou devant des tribunaux d'assises, alors que techniquement on pourrait se dire ce sont des militaires, c'est un théâtre de guerre, on pourrait les juger devant une cour martiale par exemple avec... Écoutez, c'est assez compliqué, c'est une question qui est éminemment politique. Maintenant, les arguments qui sont avancés la plupart du temps par les institutions judiciaires, c'est que en fait, le fait de les juger devant des tribunaux militaires leur conférerait un statut de combattant pour une armée étrangère. Donc moi je n'ai pas la réponse à cette question. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que on entend souvent cet argument, on nous dit en fait la loi française, il faudrait faire voter encore d'autres lois pour agir de manière encore plus répressive. Pour être encore plus répressif. En fait, l'arsenal judiciaire français est en réalité assez complet. Déjà, simplement le fait de les juger dans des cours d'assises, on pourrait, ils encourent la plupart du temps des peines de 20 ans d'emprisonnement, 30 ans d'emprisonnement, voire parfois la perpétuité.
Mais encore une fois, parfois le problème, c'est que même quand ils encourent des peines très élevées, ils ne sont pas condamnés à ces peines maximales. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ces peines? Alors, l'arsenal judiciaire français, parce qu'on parle souvent de la perpétuité, de la peine de sûreté à 22 ans qui est souvent prononcée, il y a une perpétuité réelle qui existe en France. Est-ce qu'elle a un jour été appliquée à ces djihadistes, à un de ces djihadistes qui est revenu en France et dont on sait qu'il a participé à des exactions À ma connaissance, personne n'a été condamné à la perpétuité réelle. Il y a des exemples de personnes qui auraient pu éventuellement encourir cette peine de perpétuité réelle. Je pense à un Tchétchène qui s'appelle, on va l'appeler Kassanbek T, qui était parti en Syrie justement, je crois que c'était en 2015 simplement. En fait, lui a été jugé et il était parti en Syrie à une époque où cette infraction n'existait, enfin l'infraction existait, mais la peine encourue n'existait pas encore de perpétuité réelle. Simplement, cette personne était justement partie en Syrie rejoindre Jabhat al-Nusra. Et il admet devant le juge d'instruction qu'il a dirigé une Katiba. Une Katiba, c'est une unité militaire au sein de ces organisations terroristes qui s'appelait le groupe Kafkaz, qui était un groupe de combattants tchétchènes. Lui-même le reconnaît devant les juges d'instruction. Il explique en fait voilà, qu'il dirigeait une Katiba de 40 combattants tchétchènes. Et en fait, voilà, du coup, pour autant, il a été jugé du coup, devant une cour d'assises, lui. Et il encourait théoriquement 20 ans d'emprisonnement. Et il a été condamné à une peine de prison de 10 ans sans période de sûreté. Et du coup, il sera amené à sortir dans les années qui viennent. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une période de sûreté? Parce que c'est des termes un peu compliqués. Lorsqu'on est condamné à 10 ans de prison, quelle est la période de sûreté? À quoi ça sert? Alors en fait, la période de sûreté sert notamment à ne pas donner à la personne condamnée des crédits de réduction de peine. En France, c'est un peu compliqué, c'est un système, je vous passe les détails, mais en fait, vous obtenez des crédits de réduction de peine quand vous êtes en prison. Il y a des crédits de réduction de peine automatiques, d'autres qui ne sont pas automatiques, mais que vous pouvez obtenir pour réduire justement le quantum d'emprisonnement. Et voilà, et du coup, quand vous êtes condamné, par exemple, à 6 ans d'emprisonnement, 2 tiers de sûreté, ça veut dire que sur une période de 2 tiers, donc 4 ans sur 6 ans d'emprisonnement, vous ne pouvez pas obtenir de crédit de réduction de peine. Ça veut dire que les 4 ans seront faits, et après ces 4 ans, éventuellement, si évidemment vous vous comportez bien, etc., vous pouvez obtenir des crédits de réduction de peine. Le fait principal de cette condamnation de ce Tchétchène, justement, c'est qu'il est condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle, sans période de sûreté. Et voilà, en fait, c'est une peine qui est comparable à ce qu'il aurait pu prendre devant des tribunaux correctionnels. Donc, en fait, il est jugé dans une procédure criminelle, mais en fait, il est condamné comme si qu'il avait commis un délit. Donc voilà, ça pourquoi les juges, est-ce que les juges n'ont pas pris en compte le fait qu'il ait reconnu lui-même avoir dirigé cette Katiba? Non, si, je pense que le juge le prend en compte. Simplement, voilà, il y a un principe d'individualisation de la peine et le juge choisit la manière dont il condamne quelqu'un. C'est très difficile à commenter, quoi. Alors, ce Tchétchène, vous étiez à cette audience. Est-ce qu'il exprimait des regrets? Est-ce qu'il exprimait qu'il est sorti de cette branche radicale de l'islam? Comment il était face au juge, ce type? C'était il y a quelques temps, mais moi, dans mon souvenir, j'avais pas l'impression d'avoir quelqu'un qui regrettait ce qu'il faisait. Au contraire, il expliquait assez calmement voilà, qu'il était parti. Lui-même le reconnaissait, en fait. Il avait dirigé cette Katiba qui était sous la main de Jabhat al-Nusra. Donc, non, enfin, j'ai pas ressenti des regrets particuliers ou quoi que ce soit, simplement. Mais de toute façon, je vais vous dire... Quand vous comparaissez devant une cour d'assises, on peut toujours douter aussi des regrets exprimés par ces personnes. Quand vous encourez 20 ans ou 30 ans de réclusion criminelle, ça paraît aussi évident parfois de regretter. C'est humain, hein, c'est même, je pense que c'est un instinct quasiment. Est-ce que c'est lui qui était accompagné de plusieurs femmes? Ouais, je crois que dans la salle, ouais, justement, il y avait plusieurs femmes assises sur le banc et lui expliquait que c'était pas ni ses filles ni ses sœurs, c'était ses femmes, oui. Il expliquait ça au juge. Exactement. D'accord. Pour finir simplement sur le traitement judiciaire, il y a un autre sujet qui est assez peu abordé en réalité et qui, moi, j'estime devrait être mis sur la table, c'est la question de la judiciarisation des femmes. En fait, pour que vous ayez une petite idée, avant 2016, les femmes n'étaient pas jugées quand elles revenaient de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, la justice française avait fait le choix la plupart du temps, de ne pas les judiciariser. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû attendre le projet d'attentat de Notre-Dame, je ne sais pas si vous vous en rappelez, de Inès Madani, qui avait posé justement
des bonbonnes de gaz dans une voiture proche de la cathédrale, sur le parvis de la cathédrale de Notre-Dame. Et c'est seulement à ce moment-là en fait qu'on s'est rendu compte que voilà, elle n'avait pas seulement un rôle voilà, d'épouse qui suivrait leur mari aveuglément, mais que parfois voilà, elles avaient surtout ce qui pouvait paraître déjà évident, c'est que même si évidemment quand elles partent en Syrie, ces femmes-là ne combattent pas, mais elles participent à ces organisations terroristes, elles font des enfants, elles peuplent l'endroit. Voilà, elles ont quand même un rôle. Et on avait fait le choix justement de ne pas les judiciariser, ce qui fait qu'il y a des femmes qui sont revenues de Syrie et d'Irak qui n'ont jamais été inquiétées par la justice. Certaines sont allées en garde à vue, mais avant 2016, beaucoup d'entre elles n'ont même pas été inquiétées par la justice. Et en plus de ça, au niveau des moyennes de peine pour les femmes, on voit que cette justice qui est pourtant si prompte à défendre les valeurs féministes au quotidien, les a très rarement condamnées à des peines égales ou supérieures aux hommes. L'égalité homme-femme n'était pas appliquée dans les peines. Bah, c'est pas ce qu'on a constaté. Non. Est-ce que vous avez des cas comme ça à nous décrire de femmes qui sont rentrées en France et qui ont repris un peu un quotidien classique quoi, après avoir été sur un Bien sûr, j'ai des exemples, je vais pas vous donner les noms, parce que le but, voilà, c'est pas de citer des gens comme ça, mais oui, j'ai des exemples de revenantes, là, qui, par exemple, j'en ai une qui aujourd'hui, je sais, travaille dans un hôpital, par exemple, comme infirmière. Voilà, il y en a qui reprennent le cours de leur vie, et voilà, c'est comme ça. Donc. D'accord. Et elle, par exemple, elle a été jugée. Elle a été jugée, elle a été condamnée à... Je crois qu'elle a fait 1 an de détention provisoire, mais lors de son procès, elle a été condamnée à une période ferme qui était couverte par sa détention provisoire, et du coup, elle n'est pas retournée en prison, quoi. Et là, aujourd'hui, elle bosse. Elle bosse dans un hôpital comme infirmière. Il y a un sujet qui a éclos ces derniers mois, c'est la fraude sociale. C'est-à-dire c'est des gens qui jouissent du système social français indûment et souvent à l'étranger, et notamment des gens qui sont sur des théâtres d'opérations dans les rangs d'organisations terroristes. On a un exemple. Moi, j'ai assisté à un procès justement il y a de ça 2 ans, je crois, qui concernait deux femmes qui étaient originaires de Roubaix dans le Nord. Elles, c'est un cas assez incroyable. Il y a en fait 36 membres de leur famille qui sont partis rejoindre l'État islamique en Syrie et en Irak. Donc les oncles, les tantes, les cousins, les enfants, les grands-parents, tout le monde est parti rejoindre l'État islamique. Et elles ont été jugées justement pour des envois d'argent public français. Assez proches. En fait, elles ont détourné à peu près 35 000 euros des APL, de la CAF, du RSA, qu'elles ont envoyé à des collecteurs de fonds en Syrie pour financer leur famille qui était partie rejoindre l'État islamique. Et le parquet avait requis des peines de 7 ans et 5 ans d'emprisonnement ferme. Et elles ont été condamnées à 5 ans et 4 ans d'emprisonnement, donc 2 avec sursis pour les 2, ce qui fait qu'elles n'ont pas été en prison en fait. Elles n'ont pas été en prison, elles ne sont pas passées par la case prison. C'est un cas isolé C'est un cas qui n'est pas si isolé que ça. J'ai entendu passer, j'ai vu passer un chiffre il y a pas si longtemps justement qui parlait de 30% des djihadistes qui étaient partis en Syrie qui ont continué à percevoir des prestations sociales une fois là-bas. Donc voilà, c'est évidemment aussi un sujet. Mais en fait, c'est très compliqué parce qu'il y en a tellement que, évidemment, voilà, c'est un travail à faire. Ça demande des moyens colossaux. Mais voilà, il y a de l'argent public qui part nourrir des gens qui nous combattent au sein de ces organisations terroristes. Alors, du coup, vous l'avez dit, la moyenne globale pour les peines sur les 570 individus qui ont été jugés était de 6 ans et demi. Alors, dans le cas où, justement, ces individus partent en prison, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un nouveau problème, en fait, de concentrer des djihadistes ensemble, radicalisés dans une prison? Parce qu'il y a pas mal de contamination Déjà, moi je pense que le problème principal des prisons françaises, c'est qu'on s'est enfermé dans une doctrine de déradicalisation qui, selon moi, est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que, évidemment, la déradicalisation, c'est une théorie de pédagogiste. Et ces gens-là, ces djihadistes qui sont partis combattre en Syrie et en Irak, ne sont ni fous. Justement, on va voir après, je vais vous donner quelques exemples, mais certains ont exercé des métiers à haute responsabilité en France. Et certains connaissent leur religion.
Parfois, il y a d'ailleurs une scène qu'on voit fréquemment au tribunal, vous inquiétez pas, on va revenir sur les prisons juste après, mais il y a une scène, ça me fait penser à quelque chose, il y a une scène qu'on voit fréquemment au tribunal, vous voyez des juges parfois, pas tous, hein, mais vous voyez parfois des juges expliquer à des personnes qui reviennent de Syrie et d'Irak, qui ont un bac plus 10 option djihad, ce que c'est que le djihadisme. Et parfois, vous les voyez, ça les fait sourire en fait, parce que ces gens-là... C'est-à-dire, il leur explique que c'est pas ça l'islam. Bah ouais, le temps d'un procès qui dure une après-midi, parfois vous pouvez constater ces scènes de quelqu'un qui lui dit mais non mais c'est pas ça l'islam, vous vous trompez sur la lecture que vous avez de votre religion. Simplement, moi je dis pas que l'islam c'est le djihadisme, mais je veux dire ça me paraît un peu léger parfois de dire à quelqu'un qui est profondément engagé dans ce combat politico-religieux, de lui dire mais en fait mais non mais c'est pas ça ton combat. Donc ça me paraît parfois un peu naïf, oui. Et justement, donc le processus de déradicalisation, l'idée c'est de leur dire ta religion c'est pas ça, l'islam c'est une religion de moi je pense qu'en fait un djihadiste on ne le sort pas de cette idéologie à coup de rendez-vous chez le psychologue ou à coup d'activité en prison, d'équithérapie, d'aller caresser des chevaux. Ça c'est un peu les clichés, ils vont caresser des chatons en prison, on va leur montrer des photos de nounours. Quelle est la réalité derrière ces thérapies ? La réalité c'est qu'on voit, il y en a beaucoup qui font des activités en prison, ils ont des rendez-vous chez les psychologues qui leur expliquent qu'il faudrait essayer de sortir de ça. Simplement, ce qu'on se rend compte c'est que en fait si vous voulez, pourquoi est-ce que je répète justement cette idée que le djihad n'est pas un problème psychiatrique ou psychologique. Pour que vous ayez une idée, on avait fait une étude il y a 2 ans qui portait justement sur la récidive en matière djihadiste. Aujourd'hui, c'est très compliqué de le faire parce qu'évidemment, la plupart des revenants de Syrie et d'Irak sont encore, pas tous évidemment, sont en prison. On va parler après aussi également des sortants, mais il y en a qui sont encore en prison. Donc c'est compliqué de faire cette statistique, de savoir qui va récidiver, combien vont récidiver, etc. Ce qu'on a pu voir par contre, c'est que entre 86 et 2006, on a fait ce calcul sur 156 djihadistes qui avaient été condamnés pour des faits de terrorisme. Il y a 60% qui ont été recondamnés pas pour des faits autres. Il y a 60% qui ont été recondamnés pour des faits de terrorisme. Et donc on voit qu'il y a un taux de réengagement qui est très important. Et ces gens-là, vous les sortez pas de l'idéologie comme ça. Vous les sortez pas de l'idéologie à coup de psychologue. Alors comment on les sort de l'idéologie ? Est-ce qu'il y a des solutions alternatives ? Est-ce qu'il y a un débat dans la justice interne, différentes écoles sur le sujet ? Je veux dire... Je sais pas, en tout cas celle qui a gagné pendant des années, c'était justement le principe de déradicalisation qu'il avait emporté. Maintenant évidemment il y a énormément de gens dans l'administration pénitentiaire, même au ministère de la Justice et au sein des services de renseignement qui sont parfaitement lucides sur ça. Et moi je parle avec certains d'entre eux qui me disent évidemment que déjà dans un premier temps ce qu'il faut c'est je pense réprimer, c'est déjà de les condamner à des peines un peu plus lourdes. D'éviter de faire en sorte qu'ils sortent. Pour que vous ayez une petite idée. C'est pour protéger la société déjà. Je pense que c'est le rôle de la justice, c'est évidemment de juger chacun de manière différente, d'apprécier les faits, de juger individuellement chaque personne qu'ils ont en face d'eux. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que en France, il y a 20 000 personnes qui sont inscrites au FSPRT. Le FSPRT, pour que vous ayez une petite idée, c'est le fichier des personnes radicalisées. On parle tout le temps des fichiers S, mais le FSPRT, c'est un fichier plus précis qui regroupe vraiment les personnes radicalisées. On dit qu'il y a 20 000 personnes. Moi, j'estime qu'il est sous-évalué, ce fichier, dans la mesure où, par exemple, sur les 3 dernières années, l'intégralité des auteurs d'attentats était inconnue de ces fichiers. Donc voilà, c'est qu'il est, je pense, sous-évalué. Parmi ces 20 000 qui sont inscrits au FSPRT, il y a 7 000 personnes qui font l'objet d'un suivi continu. Ça veut dire que les services de renseignement qui travaillent d'arrache-pied font en sorte de les suivre. Simplement, par manque de moyens parfois, 7 000 personnes, c'est très compliqué à suivre. Sous écoute, la réalité, c'est justement non. Et le dernier point par rapport à ça, c'est qu'il y en a seulement 100 qui font l'objet d'une surveillance physique. Ça veut dire qu'on met quelqu'un devant chez eux pour essayer de voir où est-ce qu'ils bougent, où est-ce qu'ils vont, etc. Et ça rejoint notre question de tout à l'heure sur les prisons. Il y a un chiffre de la Cour des comptes qui est sorti là, cette année justement sur les sortants de prison. Et il y a cet enjeu évidemment ce qu'on appelle des TIS, des terroristes islamistes, donc des personnes qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme, mais il y a également la question des DCSR, c'est les détenus de droit commun, donc les personnes qui sont condamnées pour des délits genre des braquages ou autre chose, qui ont été radicalisées en prison.
Et la Cour des comptes établit le nombre de sorties à 2600 entre 2018 et 2022. Donc pour que vous ayez une idée, il y a, ce qu'on disait à l'instant, il y a seulement 100 personnes qui font l'objet d'une surveillance physique. Donc évidemment, eux établissent ce qu'on appelle le haut du spectre. Donc ils vont essayer de voir qui est le plus à même de passer à l'acte de manière imminente. Simplement, ils sont complètement dépassés par l'importance de ce contingent. Et c'est risqué pour la population française. C'est très risqué. Et alors, sur la question de la contamination, justement, la radicalisation, donc des détenus islamiques qui vont radicaliser des détenus de droit commun, il me semble que c'est François Hollande qui avait mis en place un programme à une époque de déradicalisation en envoyant des djihadistes dans des centres avec des jeunes... Il y avait un centre justement qui avait été créé qui s'appelait le centre de Pontourny, qui avait, je vais faire court, le but c'est pas de tailler François Hollande particulièrement, simplement ce centre de Pontourny avait tourné au fiasco parce qu'on avait mis des gens qui étaient un petit peu radicalisés avec des gens qui étaient très radicalisés. Je vous raconte ça parce que j'en ai vu au tribunal qui étaient passés par ce centre de Pontourny. Et il me racontait qu'en fait, ceux qui étaient un petit peu radicalisés ont été encore plus radicalisés par ceux qui l'étaient encore plus qu'eux. Donc voilà, ça avait tourné au fiasco, quoi. Parce que au sein de ce centre de Pontourny, on avait des djihadistes, enfin des gens radicalisés face à des psychologues, des animateurs. Voilà, le but c'était évidemment on mettait pas les cas les plus graves, les djihadistes les plus importants dans ces centres. Simplement le principe, à premier abord, on pouvait se dire ça peut être une idée pas mal. Simplement maintenant on sait que le djihad se soigne pas avec des activités comme partir en Espagne en vacances, quoi. Donc c'est ça c'est quelque chose qui existe, ça. Je sais pas s'ils sont partis en Espagne. Simplement on sait que dans ces centres-là, pour le coup, il y avait des activités. Ils sortaient, ils allaient au musée, il y avait des activités. Mais ce qu'on nous racontait, c'était que ce que j'ai entendu au tribunal, c'était que c'est parmi les gens qui n'étaient pas tellement radicalisés que ça, ils ont fini encore plus radicalisés que ce qu'ils étaient avant d'y arriver, quoi. Et alors, sur les conditions de détention, ils sont condamnés à des peines parfois assez faibles, par rapport au maximum de peine, certes, mais une fois en prison, est-ce qu'ils ont encore une capacité de nuisance? Est-ce qu'ils sont encore dangereux pour la société? Est-ce qu'ils peuvent préparer les attentats? Ou est-ce qu'on on a un contrôle ferme? Pour vous donner un chiffre, depuis 2016, il y a eu 7 tentatives d'attentats depuis les prisons. C'est-à-dire, il y a des exemples. Il y a eu Christian Ganzarski, par exemple, qui était un proche de Ben Laden à l'époque, qui avait tenté d'assassiner des surveillants pénitentiaires à la prison de l'île Sequedin. Il y a eu Bilal Taghi, qui avait essayé d'assassiner pareil 2 surveillants et qui avait écrit Allahu Akbar avec le sang de l'attentat sur un mur. Il y a des exemples, évidemment. En prison. En prison. Mais on n'a pas d'exemple de personnes qui pourraient commanditer les attentats à l'extérieur depuis une prison. Là, de tête, je vois pas. Mais par contre, il y a eu, là, on a vu récemment, il y a eu l'attentat, justement, enfin, si on peut appeler ça un attentat, mais il y a eu le meurtre d'Ivan Colonna. Le meurtre d'Ivan Colonna, est révélateur des risques qui persistent en prison avec ces djihadistes, où on voit que, l'exemple de Franck Elungabé qui a tué Ivan Colonna, on dit long sur, sur ce qui se passe dans ces prisons et ce qu'ils sont capables de faire. Franck Elungabé, il faut savoir, exerçait un métier en prison pour lequel il était rémunéré, et c'est ce qui lui a permis de se retrouver seul dans cette salle avec Ivan Colonna et de le tuer. Évidemment, Ivan Colonna avait été condamné également pour des faits de terrorisme, il ne faut pas l'oublier. L'assassinat du préfet Erignac. Pour l'assassinat du préfet Erignac, mais ça a été rendu possible aussi. Mais le but, c'est pas de mettre en cause l'administration pénitentiaire. C'est simplement, c'est très difficile à gérer parce qu'il y en a tellement que tout le monde est dépassé en réalité. Et peut-être que justement, on parle beaucoup des places dans les prisons, donc une question matérielle, mais peut-être qu'on manque aussi de surveillants dans les prisons. Je sais pas, sur la question humaine. Moi, je ne pense pas, justement. J'ai essayé de faire ce travail comparatif avec d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, pour que vous ayez une idée, il y a un surveillant pénitentiaire pour 8 détenus. En Angleterre, il y a un surveillant pour 6 détenus. En France, il y en a un pour 2. Donc je pense pas que ça soit un problème de nombre. Je pense que c'est un problème surtout d'organisation. Il y a une nécessité aussi également pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme de les isoler. Et on le voit, c'est la question des DCSR et des détenus de droit commun qui ont été radicalisés est très révélatrice, justement. Ça me paraît quand même indispensable, justement, d'isoler les personnes à même d'en radicaliser d'autres, de les isoler et
éventuellement même, je sais pas, mais de créer des centres de détention propres aux terroristes islamistes. D'accord. Alors, on va peut-être passer juste après à la question des parcours individuels, parce que vous avez des exemples super intéressants. Mais juste avant, donc on a vu que les peines étaient en général assez faibles, on peut trouver ça scandaleux. On a vu que ces détenus créaient des problèmes d'instabilité en prison. Maintenant, qu'en est-il de leur libération? Concrètement, combien de djihadistes, de terroristes, est-ce qu'on libère chaque année? Et combien est-ce qu'on en combien de personnes vont derrière réintégrer la société, quoi, c'est très compliqué d'avoir une statistique juste, étant donné que parfois ça dépend des comportements en prison, c'est très compliqué. Et là, on a déjà combien, par exemple? En termes de chiffres, genre de volume. Là, qui sont déjà sortis, Parce que par année, vous nous avez fourni... Simplement, voilà, moi, ce que je peux vous donner, par contre, un chiffre qui ne vient pas de moi et qui vient de l'administration, de la Cour des comptes, c'est le chiffre de 2600 TIS et des CSR qui sont sortis depuis 2018 ou qui vont sortir cette année, ce qui est un chiffre considérable. Simplement, pour les terroristes islamistes, particulièrement pour les personnes condamnées pour des faits terroristes, si vous voulez savoir, il y en a à peu près entre 100 et 200 par an. Quoi. Qui sortent. On espère que ces révélations et ces analyses vous ont plu. Maintenant, on vous propose quelques anecdotes exclusives dans la partie payante de cette vidéo. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous de la vidéo. Pour seulement 3,99 € par mois, vous aurez accès à la suite de cet entretien, mais également à d'autres vidéos exclusives. A très bientôt sur l'offre payante.